apprend de vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est président de l'association Marcher Courir pour la Cause, en sigle MCPLC, promoteur de l'événement dénommé la traversée du Mayombe et président de la commission RSC du Congo. Il est un acteur majeur de la promotion de la santé, du sport communautaire et du développement socio-économique en République du Congo. Mesdames et messieurs, Rodrigue Nzingamboumi est face à Maner. Avec lui, nous allons revenir sur une année riche en actions, en défis et en avancées structurelles. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir, monsieur Maner, et merci de vous recevoir sur votre plateau. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans ce programme. Je rappelle que nous sommes restés chez vous. Ici, nous sommes à la maison Elombé. Tout à fait. Voilà. Pour commencer, qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces derniers temps? 3 faits. Le premier fait, c'est des conflits en Afrique, en RDC, c'est une nombreuses années, et au Soudan, qui est un conflit oublié. Ça, c'est le premier élément que je retiens d'actualité. Deuxième, c'est le fait qu'aujourd'hui, en Afrique, 85% de l'économie soit de l'économie informelle, qui a de l'incidence sur notre sujet qui est la santé des populations. Puis, troisième sujet important, la CAN, il y a des champions. 85% de l'économie africaine est constituée d'une économie informelle. Ah, d'accord. Donc, c'est ce qui a retenu votre attention. Oui. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, 2025 a été une année très riche en actions, surtout pour votre association. Commençons par la santé publique et l'explosion des maladies non transmissibles en République du Congo. Alors, Rodrigue Nzingamboumi, comment évaluez-vous la situation actuelle de la santé publique au Congo, en particulier face à l'augmentation des maladies non transmissibles? Je crois que les choses ne vont pas en s'arrangeant à ce stade de la compétition. On constate de plus en plus de personnes qui partent trop tôt pour des raisons qui auraient pu être évitées. Et j'aime rappeler ici notre association, Marcher Courir pour la Cause. C'est pas un nom qui a été, je dirais, décidé par hasard. L'OMS recommande de faire tous les jours une demi-heure d'activité physique par jour pour pouvoir justement maintenir sa bonne santé. Et j'aime rappeler également que le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a mis en place un décret présidentiel le 7 février 2019 qui institutionnalise des marches sportives dans tout le pays les 2e et 4e dimanches du mois. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un réel sujet de santé publique, cette explosion de maladies non transmissibles, qui aujourd'hui coûte beaucoup plus cher à la société que les maladies précédentes comme le qui étaient transmissibles, telles que le VIH par exemple. Donc c'est un vrai sujet. Je crois que malheureusement à ce stade de la compétition, les choses ne vont pas en s'arrangeant pour l'instant. Alors, quels sont les principaux défis auxquels, selon vous, le pays est confronté et comment votre association y répond-elle? 3 défis. Le premier, c'est la sensibilisation. Parce que aujourd'hui, si les populations ne sont pas en capacité d'identifier les symptômes de cette maladie, elles ne peuvent pas se prendre en charge. Donc, premier défi, c'est la sensibilisation pour adopter des comportements différenciés. Je pense que le deuxième défi aussi, c'est le dépistage, qui est un défi majeur quand on sait qu'en Afrique subsaharienne, on a 5 personnes sur 10 vivant avec le diabète qui ne savent pas qu'ils ont le diabète. Ça veut dire que vous prenez 10 personnes qui ont le diabète, il n'y en a que 5
qui c'est qui ont le diabète. Donc ça, c'est un vrai défi. Et puis le troisième défi, c'est la prise en charge, naturellement, parce que en moyenne, le coût de traitement pour une personne avec le diabète par mois est de 70 francs CFA. Donc je vous laisse imaginer l'impact sur une année. Et selon vous, quel est le regard que vous portez sur cette maladie en République du Congo? Est-ce que les pouvoirs publics s'y impliquent vaguement ou bien on stagne encore ou on se recherche? Non, je crois que les pouvoirs publics ont beaucoup de sujets à traiter. Le diabète, ce n'est pas qu'une maladie congolaise, c'est une maladie panafricaine, mondiale, qui fait des ravages. Quelques chiffres, nous savons déjà que d'ici 2045, en Afrique subsaharienne, on passera de 24 millions à près de 60 millions de personnes diabétiques, donc ça correspondra à une augmentation de 260%. Et donc, la question qu'on peut se poser ici, c'est... Et au niveau de la République du Congo, puisque votre association est basée en République du Congo? Alors, j'ai pas les projections au niveau de la République du Congo, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est sur la même tendance qu'au niveau panafricain. Dans la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nos pouvoirs publics auront la capacité à augmenter les dépenses ou le budget de santé lié au diabète de 160% d'ici 20 ans. Toujours est-il que nous pensons qu'il est important de mettre l'accent sur la prévention et la sensibilisation, et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et votre association est beaucoup impliquée dans cette lutte. Et vous, le regard que vous portez, est-ce que cette lutte est en marche ou ça stagne ou il n'y a pas quasiment... Vous êtes inexistant sur le terrain, à part votre association? Non, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce domaine-là sur le terrain. Il y a également une direction de la maladie au niveau du ministère de la Santé et de la population qui travaille dans ce sens-là. Bon, il y a un vrai sujet à travailler. Maintenant, il faut être conscient d'une chose importante, c'est que la maladie avance à une vitesse exponentielle. Donc, quand vous avez une croissance à 2 chiffres sur une maladie, et que vous avez un budget d'État qui représente pas 2 chiffres, forcément, ça pose une question d'équilibre financier, forcément. Alors, votre association collabore avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Alors, pour commencer, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir un partenaire comme l'Organisation mondiale de la santé, OMS? Ça nous demande d'être encore plus responsables, comme nous l'étions déjà, parce que la confiance qu'on vous donne, il faut savoir la rendre. Je rappelle souvent que l'OMS n'appuie pas forcément directement les associations, mais elle travaille en collaboration avec le ministère de la Santé. Et donc, si aujourd'hui l'OMS décide de s'appuyer, c'est que quelque part, le ministère de la Santé estime que nous sommes une association qui va dans le sens de la politique de santé publique de l'État. Donc, en tant qu'association de la société civile, on a une responsabilité qui est de pouvoir répondre à la confiance qu'on nous donne aujourd'hui. Alors, comment cette collaboration avec l'OMS renforce-t-elle vos actions de prévention et de sensibilisation à ces maladies? Mais je crois déjà que sur le plan institutionnel, d'avoir la reconnaissance de l'OMS nous donne un peu plus de coffre, un peu plus de force, un peu plus de conviction face à des partenaires privés que nous allons chercher. Et puis aussi, on apprend beaucoup de l'OMS sur la façon dont on peut mobiliser les ressources, la manière d'approcher les populations sur le terrain. Donc, il y a un vrai échange de pratiques à ce niveau-là. Votre association, c'est aussi une dynamique communautaire et une expansion territoriale. On parle de jumelage ici et là, des jumelages avec les clubs des marcheurs de Madjingu, une localité qui est au sud du Congo, de la République du Congo. Alors, Lutete et Dolisie. En parlant de ces jumelages, déjà ça a commencé comment? Je pense que ça a commencé par la confiance qu'il a donnée le représentant, M. Vincent Ginou de l'OMS, parce que l'exposition qu'il nous donne nous permet d'avoir plus d'ancrage, plus d'impact dans les localités où nous allons. Et vous savez que depuis maintenant 5 ans, nous faisons la traversée de Mayombe. C'est-à-dire nous passons de Pointe-Noire à Brazzaville en une semaine. Nous passons dans différentes localités. Et chaque fois que nous passons dans ces localités, nous rencontrons les populations de ces localités. Ce qui nous a permis de tisser des relations avec les autorités de ces localités, mais également avec les clubs de marche de ces localités. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à mettre en place un jumelage avec les localités de Dodizi, Madingo et Lutete. L'idée de ce jumelage, c'est vraiment de continuer à faire la promotion de l'activité physique comme outil de prévention primaire contre le diabète principalement. Alors, vous avez posé les bases d'un véritable maillage territorial. Alors, que représente ce jumelage pour le développement du sport santé au Congo, en République du Congo? Mais nous, on s'inscrit dans cette politique de promotion de la santé. Et comme je l'ai rappelé en début d'émission,
le décret du 7 février 2019 qui institutionnalise la marche sportive. On est dans cette dynamique-là et donc on travaille avec les clubs de marche de ces localités-là, avec les autorités de ces localités-là pour pouvoir aller dans cette dynamique de promotion de la santé et promotion du sport. Alors, est-ce que l'association, en parlant là des personnes aptes qui font le sport, nous avons été approchés par certaines personnes, bien sûr, en nous regardant, ils ont dit, est-ce que au niveau de votre association, vous avez pensé le sport avec handicap, les personnes vivant avec handicap, en faisant le sport de ce côté-là, est-ce que l'association a eu une ouverture, par exemple, avec les malvoyants, les sourds-muets et autres? Alors, de cette manière, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous entendez par handicap? Parce que pour moi, le handicap, c'est une perte de mobilité, c'est une perte d'un sens. Que je perde la vue, que je perde l'usage d'une jambe, que je perde l'usage de l'odorat. C'est un sens. Et donc, déjà, aujourd'hui, dans notre association, les personnes diabétiques peuvent venir marcher avec nous. Mais être diabétique, c'est quelque part un handicap dans son quotidien. Donc aujourd'hui, le sport, c'est inclusif. Pour répondre à votre question, le sport, c'est inclusif. Donc nous intégrons notre association, aussi bien les personnes malvoyantes que les personnes handicapées, que tous ceux qui veulent venir. Est-ce que vous pouvez organiser un événement spécial pour eux? On n'est pas sur une dynamique liée principalement au handicap, donc je voulais pas flouer les cartes. Et ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la marche sportive, on intègre tous ceux qui veulent venir et bouger pour garder leur bonne santé. Alors, en parlant de toujours de cette dynamique communautaire, vous aviez dernièrement, on a appris que vous aviez, pendant la soirée que vous aviez organisée, la soirée Lobé, on a appris que vous avez fait don de 800 mètres carrés pour votre association. Que prévoyez-vous réaliser sur cet espace et comment cela va renforcer vos actions communautaires? Alors, permettez-moi d'abord, si vous le souhaitez, bien de remercier le conseil municipal de la ville de Madingu, qui, par l'intermédiaire de son maire et président du conseil, monsieur Fortuné Pouela, nous a remis officiellement un titre d'attribution de 800 mètres carrés à Madingu. C'est une marque de confiance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail que l'association Marche et Courrir pour la cause fait dans le département de la Bonza et plus particulièrement à Madingu depuis 5 ans, porte ses fruits. Et donc, nous, aujourd'hui, dans notre volonté de se développer sur le plan national, puisque le sport et la santé, c'est national, nous envisageons de déployer à Madingu une maison sport et santé Lombé, dans la même dynamique de ce que nous avons fait à Brazzaville. Et est-ce que de telles actions vont renforcer vos actions communautaires? Oui, naturellement, parce que ça nous permet d'avoir un ancrage plus fort au quotidien, et pas juste de passer une fois par an, donc d'être plus proche de la population. Et je rappelle également que dans la maison sport et santé et Lombé, il y a 3 compartiments. Un compartiment sport. Donc là-bas, il y aura un autre personnel. Exactement. Ou bien c'est les mêmes de Brazzaville qui iront? Non, du tout. On va déployer une nouvelle équipe à Madingu avec ces 3 compartiments, sport, santé, alimentation, pour pouvoir accompagner la population de Madingu dans la dynamique de celle qu'on a déjà mis en place à Brazzaville. C'est seulement une maison où il y aura aussi des locations ou un hôtel sport? Non, aujourd'hui, l'action principale, c'est de pouvoir déployer le même dispositif qu'à Brazzaville. Ensuite, j'ai des options complémentaires ou supplémentaires qu'on peut y intégrer. On ne peut pas loger les... Ça peut être une possibilité, mais on n'est pas dans une dynamique. Pour l'instant, l'axe principal que l'on prend, c'est vraiment de pouvoir déployer une maison sport et santé pour pouvoir accompagner la population de la santé. Alors, comment vous avez vécu cela? Comment vous avez vécu ces dons? Une marque de confiance de la municipalité. Et puis, toujours cette volonté de répondre présent. Nous, à l'association, on aime bien dire ce qu'on va faire, on aime bien faire ce qu'on a dit, donc on est dans une obligation de résultat de faire cette maison est nommée à Madingu. Et puis, bon, naturellement, j'en profite pour dire également que ce que nous réalisons à Madingu, nous espérons pouvoir réaliser dans d'autres localités. Donc, je pense qu'il y a ici l'occasion de peut-être faire un appel du pied à d'autres localités, dans d'autres départements qui pourraient être intéressés par ce projet-là aussi. Alors, comment cette coopération locale a-t-elle permis d'élargir l'impact communautaire du mouvement Marcher, Courir pour la cause? Je crois que en marketing, on dit qu'il faut d'abord savoir créer des relations. De ces relations naîtront pas des ventes. Et de pouvoir avoir cet ancrage local à Madingu,
cela va nous permettre, devrait nous permettre de pouvoir développer des plus grandes relations, des meilleures relations avec les populations locales, donc d'avoir plus d'impact sur leur santé. Alors, nous allons parler de ce concept, de ce grand événement, je dirais, qui est la traversée du Mayom. Cette édition a attiré une mobilisation exceptionnelle. Quels ont été les temps forts, selon vous? Il y a eu beaucoup de défis durant cette édition. C'est la 5e édition, donc on a rencontré de nombreux défis. Mais, encore une fois, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Moi, j'ai envie de vous dire que ça fait 2 ans qu'on est en train de passer un cap sur l'association, sur la traversée du Mayom, sur la soirée Lombé. Mais c'est pas le fruit de notre seul travail. On a des partenaires qui nous font confiance. Et je crois que, ici présent, on doit pouvoir remercier le secteur privé, et particulièrement le secteur pétrolier et parapétrolier. On a la chance d'avoir une partenaire, la SOR, depuis maintenant 4 ans. On accompagne beaucoup par l'intermédiaire de sa DG, Madame Amandine Simonin. Et puis, depuis maintenant 2 ans, on a la SNPC, l'Association des pétroles du Congo, qui est rentrée dans la partie avec un appui très fort, qui fait que, pour vous donner juste un chiffre, entre 2024 et 2025, on est passé de 600 personnes dépistées en 2024 à près de 6000 personnes dépistées à fin 2025. Donc, on a multiplié par 10 le nombre de personnes dépistées. C'est colossal. Je vous donne un autre chiffre également. En termes de participation sur la traversée du Mayom, on est passé en 2024 de 137 participants à près de 500 participants en 2025. Je vous donne enfin un dernier chiffre sur le plan sanitaire, et c'est le plus important pour nous aujourd'hui. C'est que jusqu'à présent, durant la traversée du Mayom, on ne dépistait qu'à une seule étape. Et encore, en 2021, sur la première édition, on n'avait pas dépisté. En 2022, on n'avait pas dépisté. En 2023, on avait fait un dépistage à Dolisie avec à peu près 400 personnes. L'année dernière, on avait fait un dépistage à Namingo avec à peu près 500 personnes. Cette année, on a fait un dépistage à chaque étape de la traversée du Mayom. C'est-à-dire qu'on a dépisté à Pointe-Noire, à Mvouti, à Dolisie, à Nkaï, à Madingo, à ETT, à Ine et à Brazzaville. Une véritable caravane sanitaire durant laquelle... Au total, combien de personnes? 2846 personnes. Donc, pour la première fois, comme vous le dites, la dimension sanitaire a été renforcée. Alors, Totalement. donc, pouvez-vous nous expliquer son importance avec ces résultats? Ben, écoutez, elle a une importance capitale parce que vous les reversez, vous les communiquez au ministère du tutelle de la Santé. Alors d'abord, j'aime bien répéter qu'en termes de méthodologie, nous ne travaillons pas hors sol. Nous travaillons toujours avec le ministère de la Santé de la Population, via les directions départementales chaque département, qui nous envoient vers des centres de soins intégrés. Ce qui veut dire qu'on est toujours en collaboration permanente avec le ministère de la Santé. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas infirmiers, nous sommes une association qui œuvre à la santé des populations, et donc on collabore automatiquement avec le ministère de la Santé. Donc les résultats que nous avons eus sur cette semaine-là ont été automatiquement transmis au ministère de la Santé. Automatiquement. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'encore une fois, quand on sait aujourd'hui qu'en Afrique subsaharienne, sur 10 personnes ayant le diabète, seules 5 savent qu'elles ont un diabète, vous voyez donc l'importance de faire un dépistage, et que ça donne la possibilité à des populations qui s'ignorent être malades, de savoir qu'elles sont malades, de pouvoir commencer à se prendre en charge. C'est capital. Alors, juste une question, parenthèse. On remarque à travers cette association, vous avez plusieurs partenaires. Est-ce que, en regardant l'importance de votre association avec les défis auxquels vous faites face et avec tout ce que vous entreprenez, donc apparemment vous travaillez avec tout le gouvernement ou il y a quelques ministères? Parce que je note le développement local, je ne sais pas si vous travaillez avec ce ministère, je note le ministère de l'Intérieur, je note le ministère de la Santé, je note le ministère comment dire, du sport, et même le ministère du tourisme. Est-ce que ces ministères font partie de vos collaborateurs? La réponse à la lutte contre le diabète, c'est une réponse qui est multidimensionnelle. Aujourd'hui, quand on parle de diabète, on va certainement parler de l'activité physique, dans le ministère des Sports. On peut également parler de... Ils sont vos partenaires? Oui, naturellement, puisqu'aujourd'hui, quand on parle du sport... Est-ce que vous avez bien appuyé le ministère de la Santé? Est-ce que le ministère du Sport est partenaire de l'association? Non, aujourd'hui, on n'a pas de relation directe avec le ministère des Sports. Enfin, aujourd'hui, le seul ministère avec qui on a de réelles relations quotidiennes, c'est le ministère de l'Intérieur, via les préfets, naturellement. Et le tourisme? Et pas le tourisme. Aujourd'hui, les ministères avec qui on a véritablement des relations, c'est le ministère de la Santé.
Et Mais à travers la traversée, nous découvrons, bien sûr, certaines localités et surtout une bonne visibilité et nos localités. Et est-ce que le développement local, le ministère de l'Intérieur, impliqué en sécurité et en matière de... Non, je pense que tous ces ministères sont concernés par la fédération naturellement, mais je pense qu'à ce stade de la compétition, nous, en tant qu'association, nous n'avons pas encore fait ce qu'il fallait pour rapprocher de ces autorités. Vous savez, le défi est de pouvoir convaincre ces autorités, ces ministères, sont face à de nombreux enjeux et donc de nombreuses sollicitations. Et donc, j'imagine qu'à ce stade de la compétition, nous, en tant qu'association, il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. Déjà que vous avez une grande organisation mondiale qui est l'OMS. L'OMS, c'est un grand partenaire. Donc, est-ce que vous êtes rentré avec les différents ministères? Non, mais vous savez, l'OMS n'a pas été convaincue depuis la première année. On a travaillé pour les convaincre et pour les accrocher. Ah, d'accord. Mais ça reste également. Donc, je pense que c'est à nous. Vous savez, si vous parlez du tourisme, si vous parlez des sports, il y a tellement de défis dans ces domaines-là que je peux entendre qu'on n'ait pas encore eu de relation de collaboration directe, mais les choses vont se faire au moment opportun. La lutte contre l'usurpation de la marque 72 heures du Mayombe. Vous avez dû faire face à une tentative d'usurpation de la marque. Comment avez-vous protégé cet événement, qu'on peut dire devenu une référence nationale? La justice marche. La justice a marché pour nous. La justice marche. On a une vision sur ce projet, et donc il y a quelques années, on a déposé un certain nombre de marques liées à la traversée du Mayombe pour pouvoir protéger notre concept tel que vous l'avez dit, les 72 heures du Mayombe. Et malheureusement, nous avons eu affaire à des personnes qui ont essayé d'usurper cette marque, qui était enregistrée à l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous avons déposé plainte et nous avons eu gain de cause. Et donc aujourd'hui, la structure qui a essayé d'usurper cette marque a été déboutée. Donc aujourd'hui, vous êtes satisfait de la justice? Oui, totalement, bien sûr. Et est-ce qu'on ne perd pas de l'énergie lorsqu'on est obligé de faire face à des justices et à suivre aussi là? Mais c'est une association, c'est vrai, mais c'est avant tout une organisation. Un peu lucrative, certes, mais c'est une organisation avec de nombreux compartiments. Et donc, on a été préparé à ça. Vous savez, le sujet sur la propriété intellectuelle, c'est un sujet majeur. Quand on parle dans le pays de la Fédération Mayombe, on parle de notre association. Et la Fédération Mayombe, pour nous, c'est un outil qui vise à faire parler du diabète. C'est pour nous, c'est notre outil de développement de la santé publique, de la santé publique. Donc, on peut pas aujourd'hui accepter qu'on ait des acteurs qui viennent usurper notre marque. Alors, pour finir avec cette 5e édition, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 5e édition? Ce qu'on peut retenir, c'est une belle énergie, c'est un engagement fort de la part du secteur privé. On a vu de nombreuses entreprises venir participer à cet événement qui grandit encore. Et je crois que quand le chef d'État parle du ensemble, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a une activité aujourd'hui où pendant une semaine, vous avez les citoyens congolais et étrangers qui cohabitent parce que on n'est pas chacun sa chambre. Il y a vraiment un mode dortoir. Vous avez des hommes et des femmes de tout âge. Vous avez des travailleurs, des étudiants, des retraités. Je crois que c'était des citoyens venus de France, du Gabon et de Madagascar qui sont venus. Donc c'est vraiment une belle carte postale de notre pays, et je crois que le meilleur est à venir. Alors, parlons de l'ouverture de la maison Elombe. Oui. Avec vos mots. Pourquoi Elombe et pourquoi cette maison Elombe? Le mot Elombe... Elombe c'est en lingala. Le mot Elombe est en lingala. Voilà. Ben, nous sommes des Congolais, nous sommes des Bantous, donc... Mais pour ceux qui ne regardent, ne savent pas que veut dire Elombe... Le mot Elombe, c'est un mot qui a beaucoup de sens, de force, courage, vivacité d'esprit. Et donc, le mot Elombe, pourquoi? Parce que, vous savez, on a un proverbe chez nous, plutôt un second, qui est le suivant: dormir sans courir, c'est tricher. Et il est souvent beaucoup plus facile de dormir sans courir que de dormir en ayant couru. Et donc, le mot Elombe, c'est déjà un message qui est adressé à tous ces braves hommes et femmes qui ont fait la traversée du Mayombe et qui la font chaque année et qui marchent pour les populations. Ensuite, c'est un message qu'on adresse également à tous ceux qui souffrent
du diabète et de nombreuses maladies non transmissibles pour leur dire, vous êtes des braves, parce que tous les jours, vous vous battez contre cette maladie, et enfin, c'est Donc la maison des braves. la maison des braves, la maison des braves, et enfin, c'est un mot qu'on a choisi parce que il est synonyme d'espoir. Et un mot fort aussi. Un mot fort, synonyme d'espoir, et un mot qui se veut être fédérateur. Qui se veut être Et fédérateur. vous avez choisi l'appeler en lingala. D'accord. Et alors, pouvez-vous nous parler de cette maison avec vos mots? Écoutez, c'est un espace de bien-être, la bienveillance, c'est le maître mot, qui vise à contribuer à la santé de tous, où l'on vient d'abord pour être en bonne santé, avant toute chose, et aussi en vivant en étant malade, on doit en ressortir en sentant mieux. La santé, c'est un état de bien-être physique, psychique et social. Donc ici, on travaille tous les compartiments. On travaille le physique, avec l'exercice physique, on travaille le psychique, et puis on travaille également le social. Le social, parce que quand on fait du sport en collectif comme ça, on peut d'autres personnes, on se connecte, et ça fait du bien à tout le monde. Donc, on peut retenir une maison qui est dédiée au sport, donc au bien-être, il y a le social et tout. Et vous travaillez en collaboration avec des médecins? Oui, dans cette maison Lombé, on a naturellement un médecin conseil, on a un nutritionniste. Des coachs sportifs? Coach sportif, on a intégré dans l'équipe récemment un psychologue, parce que, et c'est un vrai sujet, aussi bien pour les hommes que pour les femmes en République du Congo. Le ministère de la Santé de la Population a récemment mis en place justement un programme concernant la maladie, la santé mentale, je veux dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la charge est très forte pour beaucoup, les hommes et les femmes. Donc, c'est un paramètre qu'il faut intégrer. Et toujours en parlant de Lombé, où il existe maintenant des événements dédiés à cette maison Lombé. On a suivi la soirée récemment de cette deuxième édition. Il y avait une première. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième édition de la soirée Lombé? Et pourquoi la soirée Lombé? La soirée Lombé, c'est un moment qui se veut fédérateur. Encore une fois, un moment institutionnel très fort. Nous avons souhaité mettre autour de la table toutes les parties prenantes, en tout cas les composantes principales, qui nous permettraient de faire avancer la lutte contre le diabète. J'en profite pour dire également aussi que la soirée Lombé, c'est une soirée qui est parrainée par la Société nationale des pétroliers du Congo et son DG, M. Alexandre Munga, sans qui nous ne pouvons pas faire cette soirée. Et donc cette soirée était vraiment intéressante cette année parce que nous avons le sentiment que nous avons passé un cap. En termes de parties prenantes à cette soirée, nous avions le ministère de la Santé de la Population, représenté par son directeur de cabinet, le professeur Donatien Monkassa. Nous avions également le représentant de l'OMS résident au Congo, M. Vincent Sogino. Nous avions également le secteur privé, représenté par le président du Congo, Monsieur Michel Njombo, le président de ce patronat. Et enfin, nous avions la présence de Monsieur Magdor Munga, le DG de la Société nationale des pétroliers du Congo. Donc, on a le sentiment qu'à ce stade aujourd'hui, c'était une soirée qui était aboutie. Comme vous l'avez voulu. Ben oui, parce que si vous voulez adresser un sujet, il faut avoir autour de la table les parties concernées. C'est vrai qu'après, on pouvait s'interroger pourquoi est-ce que le ministère de la Femme n'était pas là, parce qu'on sait aujourd'hui que les femmes sont un peu plus impactées par le diabète que les hommes, par exemple. Mais les principales composantes sur ce sujet qui est lié à la lutte contre le diabète étaient présentes et c'était tellement important pour nous. C'est une forme de plaidoyer, en fait. Alors, avec tous ces partenaires que vous aviez notés, avec toutes ces personnalités qui ont fait le déplacement et qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez noté Monsieur Raoul Ominga, qui est le DG de la Société nationale des pétroles du Congo, le patron du Congo, le patron de la compagnie d'assurance NCA, qui est votre partenaire aussi. On a noté aussi la présence de Madame Amandine Simonet, qui est bien sûr la directrice générale d'ESLOG, et on a vu une délégation de la SNPC dans la salle. C'est vrai qu'il y avait la présence de son patron, qui est le DG de la SNPC. Alors, quel message retenez-vous de cette grande mobilisation? Vous savez, depuis maintenant quelques temps, je suis président de la commission RSE au sein du patronat congolais Unicongo. Notre mission est de élaborer
la politique du secteur privé en matière de RSE. Unicongo, c'est quoi déjà? Nikongo, c'est le syndicat patronal, c'est le patronat congolais. Ah, d'accord. Le patronat congolais. D'accord. Et donc, notre mission à ce niveau-là, c'est d'élaborer la politique RSE du secteur privé et d'avoir autour de la table ces différents partenaires, c'est important. C'est important parce que cela démontre la volonté du secteur privé d'impacter positivement le développement du pays sur le plan économique naturellement, mais également environnemental et social. Alors, en parlant du Unicongo, cette signature d'une convention avec ce patronat et rôle de président de commission de RSE, en quoi consistent vos fonctions? Et comment on devient aussi président d'une commission RSE? Mais écoutez, il faut, je pense. C'est vous qui êtes parti ou c'est eux qui ont fait appel à vous? On a eu de nombreux échanges avec le président du Nicongo, M. Njombo, et il m'a proposé de prendre en charge la commission RSE, et c'est vrai que ça me parle beaucoup parce que la RSE, c'est ni plus ni moins que la volonté exprimée du secteur privé d'impacter positivement le développement d'un pays. Donc nous, on était déjà très engagés sur le plan. Et l'association a signé une convention. Comment ça va se passer, cette collaboration? Et vous êtes président de la commission des... Mon rôle en tant que président, c'est de piloter, de fédérer, de faire bouger les lignes pour qu'on ait un engagement plus fort, un impact plus fort au secteur privé. Et au niveau de l'association, comment ça va se passer? Je pense que les choses sont assez simples. Hein. On peut avoir un rôle sur l'association qui est un rôle purement lié à la santé, au lutte contre le diabète, et puis sur la commission RSE qui est un rôle beaucoup plus général. Je dirais. Et comment ces entreprises se mobilisent telles pour soutenir vos actions? Qu'est-ce qui explique l'intérêt de toutes ces entreprises autour de vous? Je pense d'abord que il y a une phrase qui dit que si tu refuses la réalité, elle finira toujours par s'imposer à toi. Et les chiffres parlent. Les entreprises sont elles-mêmes habitées de travailleurs qui y vivent tous les jours et constatent par elles-mêmes l'explosion de ces nombreuses maladies. Elles ont toutes l'obligation de faire réaliser des visites médicales à leurs collaborateurs chaque année. Pour une grande majorité, elles prennent en charge des dépenses de santé publique ou les dépenses de santé de leurs collaborateurs. Donc elles constatent naturellement l'explosion de ces chiffres. Donc je pense que le premier paramètre, c'est la réalité à laquelle elles sont au quotidien. Ensuite, je pense également qu'en tant qu'association, ça fait déjà 7 ans qu'on est sur le terrain et 5 ans qu'on réalise ce travail numéro, mais je crois qu'on commence à avoir une certaine crédibilité qui laisse à penser que on peut s'appuyer. Il n'y a pas une pilule que vous faites avaler? La pilule, c'est le travail. J'ai des équipes qui sont et tout le monde presque parle de vous. On a fait des émissions dédiées à celles et ceux qui font la traversée du Mayombe. Il y a eu que des bons témoignages à propos du président de l'association Marché Courrier pour la cause. Je porte le drapeau, donc c'est normal qu'on parle de moi, mais je peux vous assurer que j'ai toute une équipe de personnes qui travaillent sur la communication. On a des équipes de communication qui sont là depuis 7-8 ans, sur le déploiement sur le terrain, sur les équipes sanitaires, on a du monde également. Donc, en tant que président, il est normal qu'on me voie. C'est mon rôle de représentation, mais je crois surtout que l'association, quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle le fait. Et quand elle le fait pas, elle essaie d'expliquer pourquoi elle s'est pas fait. Et je crois que c'est surtout ça, en fait. C'est d'essayer de rendre compte de ce qu'on a fait, d'être toujours dans une logique de communication permanente. Il y a une autre entreprise qu'on va pas sauter, les Mycodec. Alors, que va changer cette convention dans votre stratégie nationale de promotion de santé, du sport santé? On s'est rapproché du directeur général de Mycodec, M. Nzinga, pour exprimer notre volonté de l'accompagner dans la santé au travail de ses collaborateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, la sédentarité est un mal qui fait de nombreux ravages dans l'entreprise. La sédentarité étant le fait de rester plus de 8 heures par jour assis, et naturellement, on est professionnel, tout le monde y est sujet. C'est important d'avoir des Mycodec? Nous, en tout cas, on a proposé une approche pour contribuer à la santé au travail des Mycodec. Effectivement, on a eu un accord de principe. Donc, on travaille avec les équipes des Mycodec au quotidien pour... Le rapport, quel sera le rapport?
Qu'est-ce qui va changer dans l'association? Le fait de pouvoir travailler avec le codec, déjà, c'est une marque de citoyenne nationale. Ensuite, nous, encore une fois, on a cette obligation de résultat de démontrer qu'on peut contribuer à la santé au travail des populations travaillant dans le codec. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir d'ailleurs avancer avec d'autres partenaires. On constate aussi un autre partenaire qui n'est pas les moindres, la Société nationale des pétroles du Congo. Le secteur pétrolier historiquement discret sur ces thématiques s'engage aujourd'hui davantage. On constate, vous et moi, depuis de nombreuses années, que la Société nationale des pétroles du Congo est très engagée sur les questions de la RSE. On a récemment vu les réalisations réalisées dans le domaine de l'éducation avec l'ouverture ou la réhabilitation du lycée récemment à Talangai. Donc c'est pas nouveau aujourd'hui. Il faut savoir que dans le partage des revenus pétroliers, chaque fois qu'une école ou qu'un hôpital est construit dans le pays, souvent la SNPC est associée. Elle n'est pas forcément mise en valeur immédiatement tout de suite, mais elle est souvent associée. Mais ils vont pas partout. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez convaincre surtout son manager, qui est Monsieur Raoul Ouminga, d'être partenaire? On l'a vu aussi présent à la soirée Lombé, on l'a vu aussi sur le terrain pendant la marche. Le travail, je crois que c'est le travail, et puis on a eu la chance de rencontrer des acteurs que nous avons entendus, je pense notamment à M. Poitier et Mme Audet qui sont à la fondation SNPC, qui nous ont entendus, qui ont compris ce qu'on voulait faire, qui sont venus voir ce qu'on faisait d'abord, qui sont venus participer à Traverser les Maillons au monde du 4. Une première édition, on a eu la participation de près de 70 acteurs de la SNPC. Et puis, ils sont revenus en 2025 avec plus de force, puisqu'ils étaient près de 200 en 2025. Et je crois qu'ils constatent que, malgré les défis que l'on a vu au quotidien, et on en a eu cette année du international, on a eu de vrais défis logistiques dans l'international en 2025, ils constatent qu'on travaille, qu'on accepte de progresser, et la confiance est bien si. Je crois que c'est surtout ça, le travail et la confiance. Voilà, alors, président Rodrigo Nzinga-Mboumi, nous allons vers la fin de ce programme. On va parler du lancement du taxi Bomoi, un service novateur qui associe mobilité et santé. D'où vous est venue cette idée et quelle est son ambition? Taxi Bomoi. Là aussi, c'est un mot lingala, Bomoi. Oui. Pour ceux qui ne comprennent pas cette langue. Oui, Bomoi, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, ça veut dire quoi, Bomoi? La vie. Exactement ça. Donc, Taxi Bomoi, effectivement, c'est une idée que nous avons eue, toujours avec cette volonté de sensibiliser les populations. Ce que l'on a constaté depuis que nous sommes sur le terrain, c'est que quand nous avons des actions, elles sont souvent géolocalisées. Je m'explique. Si je dis que je dépiste à Madingou, je dépiste pas à Ankaï. Si je dis que je dépiste à Poto, je dépiste pas ou je ne sensibilise pas à l'UTT ou à Madibou. Donc, l'idée du Taxi Bomoi, c'est d'avoir des relais communautaires ambulants qui, à chaque fois qu'ils prennent une course, vont sensibiliser leurs clients sur qu'est-ce que c'est que le diabète, quels sont les symptômes, quels sont les risques, comment s'en prémunir. Et donc, pour les motiver, nous avons mis en place un dispositif où, à chaque fois qu'ils ont sensibilisé un client, si le client est convaincu, ce client a la possibilité d'envoyer un SMS sur le numéro de téléphone en précisant le nom du taximan. Ce qui nous permet de comptabiliser les votes par taximan et ainsi pouvoir récompenser les taximans par les bons carburants. Je profite ici pour remercier la société Total Energy qui nous a généralement offert des dotations en carburant pour pouvoir récompenser les taximans. Donc voilà le principe du taxi. Donc, c'est pas les taxis de l'association, mais les taxis des particuliers. Totalement. Nous, Comment vous avez sélectionné ces taxis? On a recruté des jeunes étudiants qu'on appelle chez nous les Kitoko, qu'on a déployés sur le terrain, après avoir été formés aux éléments de langage sur le diabète et aux techniques de recrutement, pour aller recruter des taximans, les former. Voilà, donc ce sont vos taxis ou ce sont des particuliers? Non, ce sont des particuliers, c'est-à-dire qu'on a, dans un premier temps, on a lancé un appel à candidature, qui nous a permis de recruter des agents de terrain. Nous avons formé aux techniques de recrutement de ces taximans. Nous avons donc formé aux éléments de langage pour qu'ils puissent former des taximans aux éléments de langage sur comment parler du diabète en français facile, ou en italien facile, en Kituba facile. Et puis ensuite, on les a mis sur le terrain. Et ce sont ces agents de terrain qu'on appelle les Kitoko, qui ont eu pour mission de recruter des taximans, de les sensibiliser sur la mission, de les former
parce qu'ils ont un langage du diabète, et à ce moment-là, de les mettre en... Et que gagnent ces taximans? Taximan gagne en fait sur le principe que quand ils font leur travail face à un client et que ce client est satisfait, ce client envoie un SMS sur le numéro de téléphone pour pouvoir voter pour le taximan. Nous, ensuite, cela nous permet de comptabiliser les votes par taximan, donc de remettre au taximan le plus valeureux des bons carburants, via notre partenaire Total Energy. Ouais, d'accord. Et alors, cette idée, vous disiez d'où vous est venue cette idée? On réfléchit, hein, vous savez que moi, j'ai ma formation académique, c'est une école de commerce, donc on a toujours eu pour habitude de réfléchir à trouver tous les moyens pour vendre un service. Donc, on cherche tous les moyens pour sensibiliser la population et faire avec le diabète. Donc, on réfléchit tous les jours. On a beaucoup d'idées comme ça qui nous passent par la tête. Là, c'est un projet pilote, hein, donc on a donné quelques chiffres. On a recruté en une semaine 393 taximans. C'est une opération qui va durer 15 jours et qui nous permettra de primer 20 taximans. Donc, c'est un projet pilote sur 15 jours sur Bar-la-Ville. On espère pouvoir l'étendre à plus grande échelle l'année prochaine avec plus de partenaires tels que NCA, VI qui n'accompagne beaucoup sur ce projet. Là, on vous a arraché un sourire. Là. Ça fait du bien. Alors, Monsieur Ndinga Mboumi, vous êtes engagé sur, on remarque, hein, vous êtes engagé sur plusieurs fronts, social, sanitaire, environnement et institutionnel. Qu'est-ce qui vous fait courir? C'est plusieurs fronts, là. Qu'est-ce qui vous fait courir? Là encore, vous êtes dans l'innovation avec des trucs de taxi. C'est quoi la finalité? Bon, je pense que déjà, c'est mon éducation. Hein. J'ai vu mon père et ma mère à leur niveau faire les choses pour les populations. Vous savez que mon père était Diable Rouge. Donc, le sport, on ne marchait pas encore quand on faisait du basket. Donc, depuis tout petit, on court. Et dans le sport, on apprend très vite à être dans du partage et à se réjouir pour l'autre. Moi, je sais que mon mantra, c'est que ça me fait du bien de faire du bien aux autres. Donc, c'est ce qui m'anime. Et puis ensuite, ma maman m'a toujours dit que il faut travailler. Vous pouvez bien vous reposer, attendre la prochaine édition de la traversée du royaume. Mais vous vous reposez pas, vous êtes d'aucun repos. Mais monsieur Manoumanère, les chiffres sont effrayants. Vous connaissez forcément quelqu'un qui est déjà décédé récemment d'un AVC, ou qui a un diabète, ou qui est hypertendu, ou qui est obèse. Les chiffres sont effrayants. Moi, je souhaite que mes enfants, mes petits-enfants et nos enfants vivent demain dans un monde meilleur. Donc, ce qui me fait courir, c'est de contribuer à notre échelle à ce que les choses aillent mieux. Alors, juste une question pour finir. La prochaine édition, on va s'attendre à quoi? Comment se prépare-t-elle la prochaine édition? Et quel est le message que vous souhaitez partager ou transmettre à tous ces partenaires et à toutes ces entreprises qui sont avec vous? La prochaine édition aura lieu en juin, avec toujours mes ambitions, avoir plus d'impact. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir dépister 10 000 personnes. Ça, c'est sur le plan sanitaire. Donc, le triple. Le triple. Et sur le plan sportif, le fait de pouvoir avoir plus de participants nous amènera à avoir une plus forte sensibilisation. Quant aux enjeux de santé publique, on va encore plus se rapprocher du secteur privé et des institutions et des pouvoirs publics pour pouvoir avoir plus d'impact. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que, à ce stade, nous ne travaillons uniquement qu'avec le ministère de la Santé. Et de l'Intérieur, c'est une réalité. On va voir que nous sommes prêts à collaborer avec le ministère du Tourisme et du Sport, peut-être. Ok. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme, Monsieur Rodrigue Ndinga Mboumi. C'était un plaisir de vous avoir. Merci de nous avoir reçus ici dans vos locaux. Je rappelle que nous sommes bel et bien dans la maison Elombe. Oui, tout à fait. Voilà. Une maison qui est dédiée au sport. Voilà. Merci à vous de nous suivre de partout dans le monde. On se retrouve à la prochaine occasion avec celles et ceux qui font l'Afrique et bien sûr sa diaspora. On se retrouve à la prochaine occasion de Face à Manère. Salut. Face à Manère.
my nerves. Fries on my nerves. Fries on my nerves. Yeah, fries on my nerves. L'icône du 242.